Eh bien, bonsoir et bienvenue à ce dernier webinaire de l'année. Donc, du coup, et pour fêter ça, j'allais dire, en fin de compte, je me suis décidé à faire un webinaire sur les tueurs en série. Aussi parce que on m'a plusieurs fois posé les questions par rapport aux tueurs en série, du fait où je travaille beaucoup avec la manipulation. Bon, déjà, quand j'étais plus jeune, je travaillais avec les gourous, les sectes, etc. Donc c'est de la manipulation et il y a aussi pas mal de psychopathes là-dedans. Donc j'ai quand même une certaine expérience du sujet et puis donc ça a été relativement normal que les gens m'ont posé des questions par rapport aux tueurs en série. Et puis, il m'est arrivé également plusieurs, alors une de mes bonnes amies à l'époque, et puis d'autres, m'ont parlé d'un Français qui avait écrit des livres sur le sujet, ce qui m'avait relativement étonné parce que j'avais jamais entendu parler de lui vraiment. Et puis, il n'était pas dans les études que j'avais lues. Et puis, il disait certaines choses qui ne correspondaient pas. Alors, il s'est avéré depuis qu'en fin de compte, il n'avait pas l'expertise qu'il prétendait avoir, et il n'avait pas parlé avec tous les gens qui prétendaient avoir parlé, etc. Donc, ceci explique cela. Et je me suis dit peut-être qu'il était temps de remettre certaines choses à leur place. Déjà, d'une part, parce que j'avais eu pas mal de questions sur le sujet, et puis aussi parce qu'on se fait pas mal d'idées sur le sujet. Alors, comme d'habitude, je vais détruire quelques mythes. Je vais peut-être détruire quelques-uns de vos rêves. Je suis désolé. Non. En fin de compte, non. Je ne suis pas désolé. Mais je vais sûrement détruire certains de vos rêves et de vos idées. Mais on va essayer de replacer un petit peu ça dans son contexte psychologique et sociologique et voir un petit peu de quoi on parle là en ce moment. Cyril Malkin, sans divan. Cyril Malkin. Cyril Malkin, sans divan. Alors, pour commencer, le premier sujet de discussion, c'est de définir qu'est-ce que c'est qu'un tueur en série. Parce que combien de meurtres faut-il pour que la personne soit considérée comme un tueur en série? Et de quelle façon est-ce que ça doit se passer? Parce que est-ce que quelqu'un qui fait un massacre à une école, est-ce que c'est un tueur en série? Est-ce que quelqu'un qui a une certaine motivation ou qui n'a pas de motivation, etc. Enfin, quels sont les critères pour que l'on puisse dire que là, on parle d'un tueur en série, en fin de compte. Et alors, la motivation a été un des sujets centraux lorsque l'on a essayé de définir ce qu'était un tueur en série. Et encore une fois, alors ça, c'est la définition qui a été prise par un consensus de différents experts dans le domaine de la police, de la psychologie, de la sociologie, mais ça reste relativement anglo-saxon. C'est-à-dire que je travaille beaucoup avec ce qui se passe aux États-Unis, même si je suis pas mal ce qui se passe en France, c'est quand même les États-Unis et la culture anglo-saxonne ou nordique, ce que vous voulez, qui est quand même au centre de mes études et je suis imprégné quand même de ça. Ce qui fait que mon travail y est également imprégné. Et de plus, bah, malheureusement en France, il ne se passe pas beaucoup de choses dans ce domaine. Et il est très difficile de pouvoir trouver et des études sérieuses et des choses sur lesquelles se tenir. Donc ça va être un consensus, mais ça n'est pas la définition solide. Vous pouvez... Enfin, si vous avez d'autres études qui peuvent contredire ou ajouter certaines de ces choses, pourquoi pas. Donc, cette validité de la tuerie en série en tant que catégorie distincte, ça a été très discuté. Et la définition, en règle générale, on va dire, bon, il faut que ce soit... c'est un meurtre brutal qui va donc comprendre au moins 2 meurtres. Parce que sans ça, il n'y a pas de série. S'il y a un seul meurtre, c'est un meurtre. Est-ce que 2, ça peut être une série? Ben oui. Mais est-ce que si je tue le mari et sa femme, je suis un tueur en série? Non, pas tout à fait. Parce que là, même si j'ai tué 2 personnes, elles étaient au même endroit et le temps était relativement rapproché. Donc, et de même, si je prends une Kalachnikov et que je vais à une école et que je massacre tous les enfants qu'il y a dans cette école, est-ce que je suis tueur en série? Non.
Donc là, il faut qu'il y ait un certain laps de temps entre les meurtres pour pour le distancier du meurtre de masse. Et de même, c'est pas non plus une folie meurtrière. Une folie meurtrière, ça va être je vais tuer le mec qui a couché avec ma femme, après je prends ma voiture et je vais tuer le père de ma femme, et après je pars ma voiture et je vais tuer ma femme. Ça, c'est pas un meurtre en série non plus. Ça, c'est ce qu'on appelle un killing spree en anglais, c'est-à-dire en fin de compte une folie meurtrière où on va tuer des personnes relativement rapidement l'une après les autres, et ça ne fait pas de la personne un tueur en série. Donc, la définition, c'est que on va parler de un ou plusieurs délinquants, parce que on parle très souvent d'un tueur en série, et très souvent ils sont tout seuls, c'est vrai, mais pas toujours. Il y a eu des cas où ils étaient 2 ou 3. Donc ça va être un ou plusieurs délinquants, et ça va être donc ce qu'on appelle un meurtre illégal. Alors ça, je sais que ça peut paraître bizarre en français de dire ce genre de choses, parce que ça, encore une fois, c'est dans le domaine anglo-saxon, où on va faire la différence entre un meurtre illégal, qui a été commis dans des conditions illégales, et un meurtre légal, comme par exemple l'autodéfense. Dans ce cas-là, vous commettez un meurtre, mais il est légal parce que vous vous défendez. De 2 victimes ou plus, par les mêmes ou le même délinquant, lors d'événements distincts. Donc il faut qu'il y ait un certain laps de temps entre les événements, qui peut être des jours, des semaines, des mois, voire des années. Donc ça, c'est la définition d'un tueur en série, sur laquelle pour l'instant on est d'accord. Ça m'étonnerait que ça bouge beaucoup, je dois dire, parce que ça me paraît relativement carré comme définition. Alors avant d'aller plus en avant dans les tueurs en série, je vais commencer par détruire quelques-uns des mythes que on peut avoir sur les tueurs en série. Alors, le premier mythe, c'est que les tueurs en série sont tous des solitaires dysfonctionnels. Et ça, c'est faux. Ça, on le sait parce qu'aujourd'hui, on a suffisamment de tueurs en série dans tous les pays du monde pour pouvoir voir que la plupart, en fin de compte, des tueurs en série ne se cachent même pas. Ils ont une famille, ils ont un foyer. Certains d'entre eux, on a même eu des difficultés à comprendre comment ils ont pu être des tueurs en série, parce que vous avez des gens comme Fourniret qui ont un enfant, qui aiment les enfants, etc. Mais il n'empêche qu'il a tué plusieurs enfants. Et c'est là où on se dit, mais comment est-ce qu'il ne fait pas la différence, en quelque sorte? Donc non, ça peut être parfaitement des personnes qui ont une vie tranquille, qui ont des emplois rémunérés, qui semblent être des membres tout à fait normaux de la communauté. Et d'ailleurs, le nombre de fois où on a l'environnement, ou les gens aux environs qui disent « mais c'était lui, mais c'est incroyable, il était toujours calme, gentil, une personne tout à fait normale ». Donc non, c'est faux, ce ne sont pas tous des solitaires dysfonctionnels. On a bien entendu le mythe que ce sont tous des hommes blancs. Alors déjà, c'est faux. Il y a des hommes blancs, il y a des hommes afro-américains, il y a des hispaniques, il y a des asiatiques, il y a des arabes, il y a des noirs, il y a des blancs, il y a des jaunes, il y a tout ce que vous voulez. Ça, on a suffisamment, on les trouve dans tous les pays du globe, de toutes les couleurs possibles. Donc ça, c'est pas une vérité. Et de plus, il y a aussi plusieurs femmes. Mesdames, vous n'y échappez pas. Alors, c'est vrai qu'il y a plus d'hommes que de femmes, mais c'est quelque chose qui est en train de bouger. En fin de compte, il y a de plus en plus de femmes. Tout comme le meurtre a plutôt été une façon d'agir des hommes, et les meurtres violents ont également été plus l'apanage des hommes que des femmes, en règle générale. Par exemple, les femmes vont plutôt avoir une tendance à tuer au poison, et les hommes plutôt une tendance à tuer au revolver ou à quelque chose de plus violent. Mais on peut voir que les femmes deviennent aussi de plus en plus violentes, donc ça, c'est en train de bouger. Donc les tueurs en série ne sont pas spécialement des hommes, et ils ne sont pas spécialement blancs. On les trouve de toutes les couleurs et de toutes les ethnies. Et puis donc on a ce mythe que les tueurs en série ne sont motivés que par le sexe. Et ça, non. Ça, c'est très freudien, bien entendu, parce que Freud ne reconnaissait que l'instinct sexuel, en quelque sorte, la pulsion sexuelle et la pulsion de mort. Donc, ce côté-là, c'était facile, parce que tout était relié au sexe.
Mais à part les films de Hollywood, c'est faux. Il y a beaucoup d'autres motivations pour les meurtres en série, la colère, le frisson parce que c'est excitant, le gain financier. Si vous regardez la série Faites entrer l'accusé, que j'ai suivi et que j'ai regardé plusieurs fois d'ailleurs, vous pouvez voir que un bon nombre de tueurs en série l'ont fait pour violer, bien entendu, mais vous en avez d'autres qui l'ont fait pour gagner quelque argent, pour avoir un avantage économique, pour pouvoir déménager, pour pouvoir plein de choses. Ils peuvent avoir nombre de motivations et le sexe n'est pas la seule motivation. Alors, il y en a beaucoup, il y en a plusieurs, mais ça n'est pas la raison principale et c'est un mythe. On dit aussi que tous les tueurs en série sont tout le temps en train de voyager. Alors aux États-Unis, ils voyagent entre les États. En France, ils voyagent dans la région, en France, etc. Ils sont pas souvent au même endroit, etc. Et ça, c'est pas vrai. Bon, il y en a quelques-uns, comme par exemple le tueur français Francis Holm, qui était un tueur itinérant et qui a commis pas mal de meurtres autour de la France. Mais en règle générale, on va plutôt voir qu'ils ont, en fin de compte, un environnement assez restreint. Ils vont généralement travailler autour de l'environnement, autour de leur maison, autour de leur appartement. Et s'ils bougent, généralement, ça va être parce que ça va être des individus qui sont obligés de déménager à cause de leur emploi, par exemple, ou de certaines circonstances. Et donc, dans ce cas-là, ils vont travailler aussi à l'environnement, aux environs de là où ils habitent. Mais le plus souvent, ils vont donc parfois, bien entendu, étendre leur activité en dehors de leur zone de confort, hein, lorsque leur confiance a grandi après avoir un certain nombre de meurtres. Mais en règle générale, ils ne vont pas faire de grandes distances. Ça ne va pas être de grands voyages qui vont être faits. Et puis, vous avez les tueurs en série ne peuvent pas s'arrêter de tuer. Ça également, c'est faux. On a plusieurs exemples de tueurs en série qui arrêtent complètement de commettre des meurtres, même avant d'être arrêtés. Alors, certains d'entre eux n'ont jamais été arrêtés, comme Jack l'Éventreur et certains autres. Puis, il y en a d'autres qui avaient arrêté pendant longtemps, avant d'être arrêté généralement par un coup de chance. Par exemple, le tueur BTK, Dennis Rader, il avait assassiné 10 victimes entre 1974 et 1991, et puis plus rien, jusqu'en 2005 où il a été arrêté. Jeffrey Gorton, qui a tué sa première victime en 1986 et la suivante en 1991. Personne d'autre jusqu'en 2002 où il a été arrêté. Bref. On peut trouver plein d'exemples de tueurs en série qui se sont arrêtés de tuer bien avant d'être arrêtés. Alors, heureusement, dans pas mal de cas, on les arrête avant qu'ils s'arrêtent eux-mêmes, ce qui est bien. Mais pour certains d'entre eux, donc comme Jack l'Éventreur dont j'ai déjà parlé, eh ben, malheureusement, il s'est arrêté de tuer, on ne l'a jamais attrapé. Et c'est comme ça. Autre mythe, tous les tueurs en série ils sont fous ou c'est des génies maléfiques. Alors ça c'est totalement faux bien entendu. C'est vrai qu'ils peuvent avoir, enfin qu'ils ont des troubles de la personnalité, entre autres la psychopathie ou sociopathie, mais ça n'est pas considéré comme être fou, pas par la loi. Alors, après, on peut discuter entre nous si c'est être normal que d'être sociopathe, que d'avoir un trouble de la personnalité sociopathe. Bien entendu, ça ne l'est pas. C'est un problème. Mais dans la loi, pour être considéré comme fou, il faut ne pas être orienté en temps, en heure et en espace et être dans un état second pendant le moment où on est en train de commettre son crime. Et ça, c'est généralement pas le portrait d'un tueur en série. Ça va être le portrait d'une personne qui, à un moment donné, a une bouffée délirante et passe à un autre stade et va commettre un meurtre. Et là, dans ce cas-là, oui, il n'est pas considéré comme responsable, il est considéré comme fou et il est impossible de le juger. Et dans ce cas-là, il part en hôpital psychiatrique. Mais les sociopathes, les tueurs en série, ils savent parfaitement où ils sont, qui ils savent parfaitement que ce qu'ils font est interdit, que c'est mal, ils font très bien la différence entre le bon et le mal, etc. Ils sont parfaitement orientés en temps, espace et conditions. Donc non,
ils ne sont pas fous et ce ne sont pas des génies spécialement. Alors ça, encore une fois, c'est vachement plus sympa quand on voit ça en film, parce que ça le rend super difficile à attraper, waouh, c'est impressionnant, etc. Mais en fin de compte, la plupart des tueurs en série ont un quotient intellectuel tout à fait normal, et certains d'entre eux ont même un quotient intellectuel inférieur à la normale. Et enfin, il y a ce mythe que les tueurs en série veulent se faire arrêter, donc ils vont tout faire pour se faire arrêter. Et ça aussi, c'est une grosse connerie, c'est pas vrai. Alors, déjà, il faut savoir que pour commettre un crime, c'est pas aussi facile qu'on pourrait le penser. Il faut de l'expérience, il faut acquérir une certaine expérience pour pas se faire avoir. Il y a certaines choses auxquelles penser. Alors là, je ne parle pas de crimes ou de meurtres commis en affect, où on ne pense pas ce qu'on fait. Mais si on veut planifier son truc, il y a quand même pas mal de choses auxquelles penser, à planifier pour ne pas se faire avoir. Mais ce qui peut se passer pour plusieurs tueurs en série, c'est que du fait où ils peuvent être difficiles à attraper, et on va voir plus tard pourquoi, eh ben, ils deviennent de plus en plus sûrs d'eux, et ils commettent des erreurs, tout simplement, parce qu'ils se prennent de plus en plus comme des surhumains. Ça fait partie de la personnalité sociopathe, tout simplement, de se prendre pour une personne supérieure aux autres. Et donc, ils arrêtent de faire attention à certaines choses. Et le pire est que, et ça on l'a vu des dizaines de fois dans des dizaines d'enquêtes de police, où ils ont parfois attrapé le bonhomme, mais par un hasard fantastique et parce que pour une erreur, je ne sais pas quoi, eh ben, il a été relâché, ou alors ils n'ont pas vu quelque chose qui était aussi gros que le nez sur la figure, ils ne l'ont pas vu, ils ont laissé couler, etc. Ce qui peut faire que le tueur en série se croit invulnérable et va commettre des erreurs grossières qui vont finir par le faire se faire attraper. Mais ce n'est pas parce qu'il veut se faire arrêter, c'est tout simplement parce qu'il devient de plus en plus brouillon, en fin de compte, avec ce qu'il fait. Alors, c'est bien joli tout ça, mais alors la question qu'on pose généralement, c'est mais pourquoi est-ce que les gens deviennent tueurs en série? Alors pour être tout à fait précis et pour être tout à fait honnête avec vous, on ne sait pas. Il n'y a pas de définition précise et on ne peut pas vous dire précisément c'est pour ça que les gens deviennent tueurs en série et on ne peut pas le prédire. Alors on a quelques éléments où on peut dire, bon, bah ça, on a pu voir des éléments et certaines choses qui pourraient nous indiquer que ça va dans ce sens-là. Et il y a d'autres choses, on peut dire, bon, ça, on sait que ça n'a absolument aucune importance et aucune insistance sur le sujet. Déjà, on va dire qu'il y a une prédisposition biologique. Vous allez avoir des personnes qui ont une consistance biologique, qui sont nées avec une prédisposition à devenir un tueur, à devenir délinquant, à devenir tueur, et apparemment à devenir meurtrier en série. Et quand cette constitution psychologique, qui est donc une constante dans le développement de la personne, est présente à un moment critique, qui peut venir par hasard, qui peut être quelque chose qui vient dans votre développement, qui peut être quelque chose de social, qui peut être quelque chose qui peut arriver, ça peut être aussi plusieurs éléments dans un ordre bien défini, va faire que lorsque l'on a cette prédisposition, cette constitution et ce développement, et que ces éléments arrivent à des moments critiques ou à des moments bien précis de notre développement, eh ben ça va déclencher, pourra-t-on dire, cette envie ou ce besoin de tuer en série. On sait qu'il n'y a pas de modèle générique. On ne peut pas dire, voilà, il y a une certaine combinaison de choses qui font que quand elles arrivent dans ce sens, etc., eh ben on va avoir un tueur en série. Il n'y a pas de famille, de souci de famille où on va pouvoir dire, ben voilà, ils viennent tous de milieux défavorisés, ils viennent tous de milieux de tel et tel quartier, de telle et telle personne, de tel et tel genre. C'est faux. Il n'y a aucune combinaison spécifique qui peut prédire ou prévoir que la personne va devenir un meurtrier en série. Bon, en fin de compte, psychologiquement parlant, on sait qu'il n'y a pas de modèle générique pour l'être humain, en règle générale.
Alors ça, c'est un truc encore que beaucoup de psys vont vous faire croire, aussi parce qu'il y a pas mal de fric à gagner là-dedans, c'est vous faire croire que si vous élevez vos enfants de telle et telle façon, eh ben, ils vont avoir tel et tel problème, mais si vous les élevez de telle et telle façon, ils ne vont pas y avoir tel et tel problème, comme s'il y avait une équation mathématique et que si vous avez l'équation, c'est bon. C'est pas vrai. Ça n'existe pas. C'est tout simplement impossible. Donc, lorsque prédisposition biologique, exemple, est-ce qu'il y a des points similaires pour définir un tueur en série? Prédisposition biologique, et les seuls exemples que l'on a, c'est que apparemment c'est des personnes qui ont cette prédisposition, mais pourquoi, comment, on ne le sait pas. On peut voir que ça peut être des familles où il y a eu des problèmes psychologiques auparavant, qu'il y a une tendance à la sociopathie, bien entendu, et dans ce genre de famille, il y a certains risques, mais on ne peut pas toujours mettre le doigt dessus, parce que ça peut arriver dans des familles où on ne trouve absolument aucun élément, à moins de remonter plusieurs générations en arrière. Quelle est la prédisposition exacte? On ne le sait pas. Franchement, on ne le sait pas. J'aimerais bien avoir une solution précise, mais là, je vous mentirais tout simplement, et je ne veux pas. Donc, c'est un petit peu comme la schizophrénie. La schizophrénie, c'est une prédisposition biologique. La personne est née schizophrène. Un point, c'est tout. Il ne faut pas croire et écouter les psys qui vous disent c'est parce que la maman a fait ceci ou la maman a fait cela, parce que c'est toujours la faute de la mère, que l'enfant est devenu schizophrène. C'est faux. Mais il y a une prédisposition, l'élément est là, l'enfant deviendra schizophrène. Après, il va toujours y avoir un élément déclencheur. Et l'élément déclencheur va toujours être extérieur. C'est-à-dire que à un moment donné, il va lui arriver quelque chose à l'école, à la maison, avec sa petite copine ou avec son petit copain. Bref, il va arriver quelque chose qui va déclencher le truc. Eh bien, si ce n'est pas l'une des choses, ça sera une autre chose. Parce que les gens peuvent avoir une tendance à se dire, surtout si c'est quelque chose que vous avez dit ou fait envers le gamin, c'est super difficile à surmonter. On peut se dire, mais si je n'avais pas fait ça, il ne serait pas devenu schizophrène. C'est faux. Si vous n'aviez pas fait ça, il serait pas devenu, enfin, ça ne se serait pas déclenché à ce moment-là, mais ça se serait déclenché plus tard, à un autre moment, dans une autre situation, parce que on ne peut pas élever les enfants dans de la ouate et leur éviter tout problème. Donc, tôt ou tard, ça se serait déclenché. Et puis, un point, c'est tout. Et bien, les tueurs en série, c'est un peu la même chose, mais il y a plus d'un élément. C'est-à-dire que généralement, on a vu qu'il y avait eu un élément, puis un autre, puis un troisième. Ça, avec la prédisposition, ben, ça peut démarrer le truc. Il peut y avoir des motivations et des raisons propres qu'ils ont acquis par rapport à justement certaines expériences qu'ils ont faites. Donc, ils peuvent avoir certaines raisons pour se venger, etc., la colère, etc. Donc ça, on sait. On va revenir aux motivations dans un instant. Et on sait donc que ce n'est pas limité à un groupe démographique spécifique, donc ça n'a rien à voir avec la race, la religion, la société. On les trouve dans toutes les sociétés, même dans les sociétés dites primitives. Alors, bien entendu, il y a beaucoup moins d'études dans ce domaine-là, puis vous avez tous les pays comme la Chine ou ce que vous voulez, où les informations ne sortent pas, donc on ne peut pas le savoir, mais on sait qu'il y en a eu en Russie à l'époque où c'était l'Union soviétique, etc. Bref. Il y a toujours eu des tueurs en série dans toutes les démographies possibles. Certains ont érotisé la violence au cours de leur développement. Et ça va généralement nous donner les fameux tueurs en série qui sont les plus connus, qui vont donc être les tueurs en série basés sur la sexualité. Et c'est ceux qui marchent le mieux, point de vue film de Hollywood. Mais ça n'est pas nécessairement le nombre de tueurs en série qui sont plus courants. C'est vrai, il y en a beaucoup, mais ça n'est pas le principal. Et en gros, on est tous d'accord sur le fait qu'on est obligé d'avoir plus de recherches supplémentaires. Et est-ce qu'on pourra trouver les causes? Bon, moi en tant que scientifique, je ne peux pas vous dire jamais, parce que bien entendu, j'imagine que tôt ou tard, on va les trouver. Mais je pense pas que, enfin, disons que quand on les trouvera, j'aurai plus mal aux dents, quoi. Donc, je pense pas que ce soit pour demain.
Après, j'appuie sur le bouton, voilà. Donc, il n'existe pas de profil générique d'un meurtrier en série. Et ça, c'est un petit peu problématique parce que ça veut dire que on ne peut pas prévoir quelles sont les personnes qui vont être passibles de devenir meurtriers en série ou tueurs en série. Parce que le rêve de la plupart d'entre nous, ça serait, mais si on pouvait les trouver avant qu'ils commencent à devenir tueurs en série, ce serait bien. Mais donc, malheureusement, c'est pas possible. Mais on a remarqué que les traits communs à tous les tueurs en série ont été la recherche de sensations fortes, l'absence de remords, de culpabilité, l'impulsivité, excusez-moi, le besoin de contrôle, généralement ça va être pour contrôler quelqu'un ou contrôler quelque chose, et un comportement prédateur. Et ces 5 éléments, ben, ça nous donne le portrait d'un sociopathe, ou d'un psychopathe, si vous voulez bien. Donc, en gros, si on repart sur le profil du sociopathe comme le Dr Haar l'a désigné, c'est sur ces travaux que je me base sur mon webinaire que vous pouvez voir sur YouTube sur le sociopathe. Alors là, je ne vais pas vous refaire le portrait du sociopathe parce que je l'ai déjà fait, mais vous pouvez regarder la vidéo sur YouTube. Mais vous allez avoir un ensemble distinct de traits de personnalité que vous allez retrouver chez toutes les catégories de sociopathes, qui sont dans le domaine interpersonnel, dans le domaine affectif, dans le style de vie et dans le domaine antisocial. On va toujours retrouver ces éléments, et ça, on les retrouve chez tous les tueurs en série. Ils ont tous ces éléments. Alors après, chez tous les délinquants sociopathes et psychopathes, alors, tous les délinquants psychopathes ou sociopathes ne sont pas nécessairement tueurs en série. Et tous les tueurs en série ont des éléments de sociopathie, mais l'inverse n'est pas vrai. C'est-à-dire que c'est une piètre consolation, pourra-t-on dire, mais tous les délinquants violents ne sont donc pas des psychopathes, mais on va retrouver ces mêmes caractéristiques chez les délinquants violents et chez les tueurs en série. Et c'est donc pour ça qu'on ne peut jamais prédire si tous les sociopathes vont devenir tueurs en série. Et vous avez aussi beaucoup de sociopathes, et la majorité des sociopathes, encore heureux, ne deviennent pas nécessairement violents et ne commettent pas de crimes violents. Mais ça, c'est encore autre chose. Donc, on a un modèle où on va pouvoir dire, ok, on a des traits de caractère, de sociopathie dans les tueurs en série, et oui, tous les tueurs en série ont des symptômes ou des traits de caractère de sociopathie. Après, là où il y a l'importance dans la sociopathie, ça n'est pas dans le nombre des traits, mais dans la profondeur des traits. C'est-à-dire que certaines personnes sont profondément sociopathes, d'autres moins profondément sociopathes. Et les tueurs en série sont généralement très profondément sociopathes. Donc ça peut être un indicateur. Après, il faut prendre en compte donc la motivation. Et la motivation, il y a plusieurs éléments. On a essayé de tenter d'identifier les motivations spécifiques des tueurs en série et d'essayer de les appliquer pour essayer de les classer. Et en fin de compte, ça a été relativement difficile. Généralement, on va voir qu'il y a un mobile qui va être très difficilement déterminé chez le tueur en série, parce que ce mobile peut avoir différentes motivations. Donc ça n'est pas comme dans un film où vous allez avoir un tueur en série qui veut revivre une scène bien précise à chaque fois. C'est pas vrai. Très souvent, il va y avoir une motivation pour l'un des meurtres, mais il va y avoir une autre motivation pour le second, même s'il peut y avoir des points en commun, et une troisième motivation pour le troisième, etc. Alors, c'est vrai que quand on a toute l'image, après on peut se dire, ok, toutes ces motivations, même si elles sont différentes, elles appartiennent plus ou moins à un même groupe, mais
elle n'est pas vraiment la seule, enfin, elles ne sont pas liées de cette façon-là. Là, il y a Linda qui me demande, donc un enfant qui tue des animaux n'est pas une prédiction de tueur en série. Désolé si vous avez dit ma chienne m'a distrait. Non, non, je ne l'ai pas dit. Donc c'est bon. Mais oui, en effet, ce n'est pas une prédiction d'un tueur en série. Ça peut être une prédiction ou un signe de sociopathie ou de narcissisme très profond, etc. Alors attention, hein, ça peut aussi être une certaine froideur, etc. Ça peut être une vengeance ou ce que vous voulez. Hein, faut pas non plus. Mais un enfant qui a une tendance à tuer des animaux ou à faire souffrir des animaux, ça peut être une tendance, ça peut indiquer un degré de sociopathie, mais tous les sociopathes ne deviennent pas nécessairement tueurs en série. Et donc, en plus, la motivation du tueur en série, elle peut évoluer. C'est-à-dire que après avoir commis le premier meurtre, sa motivation peut changer, sa vue sur certaines choses peut changer. Il peut en quelque sorte évoluer dans son délire ou il peut évoluer dans sa motivation, ce qui fait que ça rend très problématique le fait de pouvoir l'attraper. Parce que le plus souvent, une des façons dont on peut attraper un tueur, c'est en trouvant le mobile. À qui profite le crime? Déjà, là, si vous regardez n'importe quelle série ou n'importe quelle histoire de meurtre, généralement, on va trouver le meurtrier dans l'environnement direct de la victime. Parce que il va y avoir un mobile, il va y avoir une idée très précise, ça va être pour la jalousie, pour l'argent, pour ceci, pour cela. Bon, on tire les traits et puis on voit où ça mène. Que chez le tueur en série, en fin de compte, ça peut être inutile pour essayer de l'attraper parce que le mobile bouge ou régulièrement va bouger. Et donc, c'est un petit peu ce dont je parle lorsque je parle des profileurs, dans le webinaire des profileurs, où je vous dis que le profilage est impossible, justement parce que les mobiles se déplacent aussi dans les tueurs en série. Ils ne sont pas aussi stricts et psychorigides qu'on veut bien le laisser croire. Et ce qui fait que si on essaie de discerner le mobile au lieu d'identifier le délinquant en faisant un travail de police tout à fait lambda, généralement, c'est ça qui fait dérailler les enquêtes. Plus souvent qu'on peut le voir sur les films, justement. De plus, le niveau des blessures, ça n'est pas non plus assimilable au motif. Alors ça aussi, c'est un truc qu'on peut voir très souvent dans les films. Bon, il a donné des coups de couteau ici et là il avait l'air en colère là-dessus, donc c'est relié au motif, etc. En règle générale, la réponse qui a été donnée la plus souvent par beaucoup de ces tueurs en série, ça a été parce qu'ils en avaient envie. Parce qu'ils le pouvaient. Ils en avaient envie. C'était une impulsion. Ils avaient envie de le faire, ils l'ont fait. Le plus souvent, après, et c'est là où ça peut devenir compliqué dans beaucoup d'interviews qui ont été faites avec ces tueurs en série, c'est que très souvent, ils vont trouver une histoire pour accrocher à leur crime, pour les justifier en quelque sorte. Et beaucoup de psys vont donc s'y laisser prendre. Ça correspond un petit peu, si on veut faire je sais que c'est aller un peu loin, mais je pense que ça vous fera comprendre le truc plus facilement. Mais si vous avez été en relation avec un narcissique ou avec un sociopathe ou un manipulateur quelconque, vous allez voir que la personne va agir, va vous faire du mal, et c'est seulement un peu plus tard et au fil de la discussion que la raison va vous être donnée. Et la raison, ça va toujours être vous, hein, bien entendu. Mais en règle générale, le plus souvent, le narcissique ou le sociopathe vous aura fait ça parce qu'il en avait envie, parce que ça l'amusait, mais il est quand même bien conscient que ça ne se dit pas, et donc il va trouver quelque chose à accrocher dessus afin de se dédouaner et de vous donner la faute en plus. Et pour les tueurs en série, c'est très souvent comme ça. Ils commettent leur crime parce qu'ils en ont envie, parce qu'ils le veulent, et très souvent ils vont ajouter leur raison, entre guillemets, un peu plus tard, parce que
ils se sentent obligés de le faire, ne serait-ce que parce qu'ils doivent passer par un tribunal d'assises ou je ne sais pas trop quoi, ils doivent répondre de leurs crimes. Donc ils sont bien obligés d'avoir une raison parce qu'ils se disent, bah, si je leur dis que je l'ai tué parce que j'en avais envie, je risque de finir en asile et je ne suis pas trop intéressé à ça, parce qu'encore une fois, ils ne sont pas fous. Donc le plus souvent, c'est la seule motivation valable et c'est pour ça que ça peut être très difficile de les attraper, ne serait-ce que par la motivation seule. Alors les motivations, il y a plusieurs lignes, plus ou moins floues, hein, bien entendu. Alors le plus souvent, ça va être la colère, qui est la motivation par laquelle ils vont faire preuve de rage sur un certain sous-groupe de la population ou de la société dans son ensemble. Très souvent, malheureusement, les prostituées sont des proies faciles parce qu'elles réunissent beaucoup des conditions de motivation. On peut très facilement se mettre en colère contre elles, les considérer comme des sous-femmes, comme des sous-ceci, comme des sous-cela. C'est la faute à maman, on dira Linda. Oui, ça c'est pour les motivations aussi, oui. Donc la colère est une des motivations très fortes. Et là est un des dangers parce que aujourd'hui, dans la société actuelle, la colère est justifiée. Alors que la colère ne devrait jamais être une justification pour faire quoi que ce soit. Or, aujourd'hui, la colère peut vous autoriser à agir de façon irresponsable et à agir de façon irrationnelle. Et d'après moi, on est sur une pente très savonneuse et très penchée, en acceptant la colère comme excuse ou comme explication pour avoir perdu le contrôle, pour avoir été trop loin, pour avoir été ceci, pour avoir été cela. Tout comme je l'ai dit dans mon webinaire sur le narcissisme, la société actuelle favorise le narcissisme et ça fait que ça rend les choses beaucoup plus compliquées. Et là, sur certains points, la société favorise la sociopathie et est en train de former des sociopathes. Les premiers sont en train d'ensauvager la France, comme on dit en ce moment. Et si on continue à penser de cette façon-là, on n'en a pas fini avec ça. Donc la colère, très dangereux, ne devrait pas être excusable, mais l'est, et est une des motivations par laquelle, qui est utilisée le plus souvent pour les tueurs en série. L'entreprise criminelle, tout simplement, c'est une motivation quand vous avez le délinquant qui va bénéficier d'un certain statut, d'une compensation, en commettant un meurtre lié à la drogue, au gang, au crime organisé, etc. Donc, de cette façon-là. Alors, là aussi, il est commis un grand nombre de meurtres en série, mais on n'y pense pas trop parce que, bon, bah, c'est des gangs qui se battent. Bah oui, mais on parle quand même d'une certaine catégorie de personnes. Le gain financier, tout simplement, où vous allez avoir, il y a un grand nombre de cas de tueurs en série qui ont tué pour le gain, tout simplement. Ça va être ce qu'on appelle les types veuves noires. Beaucoup de femmes ont tué en série pour des gains financiers, tout simplement. L'idéologie, c'est la motivation principale, beaucoup en ce moment d'ailleurs, pour promouvoir certains objectifs, pour attaquer un groupe spécifique de personnes, que ce soit des groupes terroristes ou des individus qui vont s'attaquer à un groupe racial, sexuel, politique, ethnique, ce que vous voulez. Après, bon, ben, on va faire une manifestation contre les bassines pour l'écologie. Ben voilà, on a une idéologie suffisante pour y aller jusqu'au meurtre en série, pourquoi pas. Vous avez encore une fois tout simplement le sentiment de puissance. Ça aussi, c'est beaucoup de sociopathes qui vont avoir... Alors, les sociopathes vont rester au centre quand même de ces catégories de motivation parce que l'on parle d'idéologie ou d'entreprise criminelle ou de colère ou ce que vous voulez, il faut quand même avoir certains penchants sociopathiques pour pouvoir commettre des crimes en série pour ces raisons-là. Mais donc la puissance est très spécifique des sociopathes parce qu'ils sentent qu'ils peuvent tuer, finir la vie de quelqu'un et ils se sentent tout puissants et tout simplement aussi le frisson de tuer quelqu'un. Ça peut être une motivation suffisante. Beaucoup de tueurs en série vont dire que ben voilà, ils sentaient que maintenant le frisson de leur dernier meurtre était passé, donc ils leur font à nouveau.
Et c'est pour ça qu'ils commettent des meurtres de plus en plus horribles, par exemple, ou de plus en plus souvent, et qui finissent par se faire gauler, parce que, un petit peu comme une addiction, arrive un moment où ils sont obligés de reprendre une dose plus rapidement et plus souvent. Et puis donc vous avez la psychose, donc, qui peut être une motivation. Donc c'est une situation où là, il a une maladie mentale relativement grave, avec des hallucinations auditives, etc., paranoïaques, des délires paranoïaques, etc. Malheureusement, vu l'état de la psychiatrie dans beaucoup de pays, alors je connais surtout les pays européens, je ne sais pas comment c'est aux US, mais je sais qu'en France c'est horrible, je sais qu'au Danemark c'est pas mieux, la Suède non plus, enfin bref, je connais plusieurs pays où l'état de la psychiatrie est horrible, et en fin de compte on trouve beaucoup de gens dans la rue qu'on devrait trouver dans des hôpitaux psychiatriques, parce qu'ils ne sont, et des gens qui sont en prison et qui devraient être dans des hôpitaux psychiatriques, mais c'est trop cher, etc. Enfin bref, après ils peuvent avoir leurs raisons. Et ce qui fait que vous allez avoir des tueurs en série qui, en fin de compte, sont des malades mentaux et devraient être dans des hôpitaux psychiatriques et qui deviennent donc tueurs en série à la place parce qu'ils sont dans une société dans laquelle ils ne devraient pas être. Même chose au Canada, me dit Linda. Ouais, je m'en doute un petit peu parce que j'ai un peu l'impression que c'est mondial, mais enfin bref, malheureusement. Et puis donc, vous avez la motivation sexuelle, bien entendu, qui va être une des motivations principales une des grandes motivations pour tuer en série. Alors, ça peut aussi être une motivation pour des viols en série, puis un jour, il y a un viol qui se passe mal, et puis ça devient un meurtre, et puis tout d'un coup, bah tiens, ça aussi, ça peut être excitant sexuellement parlant, et boum, le tueur en série est né, et puis c'est monté d'un cran. Alors la question qu'on me pose souvent, sont-ils tous sociopathes? Ouais. Alors, bon, on ne peut pas dire oui à 100% parce qu'on peut toujours trouver des exceptions, mais je dirais que la grande majorité sont sociopathes à un niveau plus ou moins élevé, plus ou moins profond, oui, généralement il va y avoir de la sociopathie. Alors encore une fois, ça n'est pas parce que la plupart des tueurs en série sont sociopathes que la plupart des sociopathes sont tueurs en série. Ne faites pas l'équation dans l'autre sens. Ça ne marche pas comme ça. Mais oui, ils sont tous sociopathes. Après, qu'est-ce qu'on peut en faire de ces personnes-là? Personnellement, je dirais qu'à part la prison à vie, il n'y a rien à faire. Les sociopathes ne peuvent pas guérir parce que c'est une personnalité. Vous ne pouvez pas guérir de votre personnalité, vous ne pouvez pas guérir de votre intelligence, vous ne pouvez pas guérir de vos yeux bleus ou marrons. Donc vous ne pouvez pas guérir de votre personnalité. Ils ne s'amélioreront jamais. Ils pourront toujours être un danger potentiel, pourront toujours redevenir tueurs en série. Donc vous pouvez les mettre ou dans des hôpitaux psychiatriques à un niveau de sécurité élevé, ou dans des prisons à un niveau de sécurité élevé, mais on ne peut rien y faire, on ne peut pas les remettre en thérapie, il n'y a pas de thérapie possible, bien au contraire. Si un narcissique tout à fait lambda ou un sociopathe tout à fait lambda va apprendre beaucoup de choses en thérapie et va devenir encore plus manipulateur, donc un tueur en série encore plus, il n'y a aucune médication possible. Donc, voilà, quoi, à part les garder dans un endroit et à les tenir hors de la société, il n'y a pas grand-chose à y faire. Alors, y a-t-il des enfants tueurs en série et à quel âge peut-on faire lobotomie? Olivier propose. Ouais. Oui, pourquoi pas. Bon, c'est peut-être un peu excessif, mais ouais. Bon, pour l'instant, la plupart des travaux sur lesquels je me suis basé pour faire ce webinaire, c'est venu de psychiatres et de psychologues qui ont travaillé avec des tueurs en série, et ça peut nous permettre de comprendre comment ils fonctionnent, mais non, il n'y a pas d'enfants tueurs en série. Généralement, ça a été des adultes. Il y a eu des adolescents qui ont été tueurs en série. Donc, alors, personnellement, je ne reconnais pas l'adolescence comme une période psychologique, ça n'existe pas, c'est un terme qui a été inventé dans les années 60. Donc, on va parler de puberté. À part ça, on parle d'enfants et de jeunes adultes ou d'adultes. Donc, ça généralement a été de jeunes adultes, c'est-à-dire vers
vers les enfants. Oui, bah, ici on est enfant jusqu'à 18 ans. Moi, je connais des enfants qui ont 35 ans. Hein, oui. Euh, mais à partir du moment où on est jeune adulte, on peut le trouver. Alors ça dépend de l'évolution psychologique du jeune. Hein. Vous pouvez en avoir qui vont commencer à l'âge de 15 ou 16 ans. Alors si vous appelez ça un enfant, oui, vous allez avoir des enfants tueurs en série. Sans ça, non, on va dire que c'est à partir du moment où ils sont jeunes adultes, généralement, que ça se produit. C'est un petit peu le moment où les choses se développent, donc à l'âge de jeunes adultes. Voilà. Eh ben, c'était tout pour aujourd'hui. Si c'est même tout pour cette année, c'était notre dernier webinaire de l'année. Le prochain webinaire sera donc le deuxième dimanche de janvier 2024, mais j'enverrai des annonces le premier dimanche de janvier 2024. Si vous avez des idées, des questions pour que je fasse un webinaire, parce que celui-ci m'a été proposé par un auditeur d'ailleurs, faut pas hésiter à m'envoyer un mail à cyril@malka.fr. Je sais que je suis sur Facebook et Instagram et même LinkedIn. Vous êtes bienvenus à me suivre là-dessus, mais généralement, je ne suis que très rarement en ligne. Et si vous voulez m'envoyer des messages, utilisez mon email cyril@malka.fr. C'est le plus sûr pour que je reçoive vos messages. Merci Stéphane, joyeux Noël à vous tous et bonne année et à l'année prochaine. Et puis n'oubliez pas d'écrire, souvenez-vous d'écrire si vous avez envie que je fasse un webinaire sur un certain sujet. Sans ça, je vous retrouve tous l'année prochaine. Ciao, ciao. Cyril Malka, sans divan. Sans divan. Sans divan. Cyril Malka. Cyril Malka, sans divan.